Les micro-ondes, un podcast imaginé et produit par Cyril Ardo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des micro-ondes. Un petit mot avant de commencer pour vous inviter à écouter notre dernier numéro hors série enregistré avec l'équipe de Médiamétrie, l'entreprise qui mesure les audiences des médias. En 15 minutes, vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous êtes toujours posées sur les audiences des radios. Comment sont-elles mesurées ? Est-ce que c'est fiable ? Et surtout, pourquoi toutes les stations s'autoproclament toujours première radio ? Aujourd'hui, dans les micro-ondes, je reçois Julien Baldacchino, journaliste à France Inter, sur l'antenne et sur le web, et aussi, vous l'entendrez, passionné de podcast. Avec lui, on parle de la radio de son père, une franchise de nostalgie, du fait qu'initialement, il avait prévu de devenir journaliste à la télé ou pour la presse écrite, de ses nombreux projets, et vous allez voir, ils sont nombreux, ou encore de l'économie du podcast. Avec Julien, on se connaît un peu, vous l'entendrez, on se tutoie. Et surtout, on a enregistré cet épisode dans une maison de la radio en travaux, alors ne soyez pas surpris par les quelques bruits de perceuse. Bonjour Julien Baldacchino. Bonjour. Très heureux de t'avoir dans le podcast. On te connaît notamment à la radio, sur internet aussi, sur Twitter. Les fans de radio et de podcast te suivent par milliers. 6000 fans et un compte certifié, je suis allé voir hier. Écoute, 6000 ? Ah oui, c'est vrai. Plus de 6000 fans. 6000, ouais. C'est incroyable. Et un compte certifié, surtout, c'est ça. Un compte avec la petite croix. Mais ça, on y reviendra peut-être, mais c'est quelque chose qui a été fait, non pas par moi, mais par mon employeur. Ah bah j'ai hâte de savoir, parce qu'on a le même employeur et moi j'ai pas le petit compte certifié et je suis un peu dégoûté. T'es un peu un touche-à-tout, web, radio, podcast, musique, art, littérature, je pense que j'en oublie encore quelques-uns. Mais avant ça, est-ce qu'on peut un petit peu planter le décor ? Toi, t'as toujours baigné dans un environnement de radio depuis que t'es tout petit. Oui, j'ai grandi en fait dans une famille, j'ai grandi avec un père qui s'occupait d'une radio, qui s'occupe toujours d'une radio. J'ai habité dans l'Hérault toute ma jeunesse, du côté à la campagne du côté de Béziers, et en fait mon père avait une radio locale de nostalgie, une radio franchisée comme on dit, c'est-à-dire qui émet les programmes du réseau Nostalgie, mais qui est une entreprise à part entière, et donc qui gérait et il gère toujours tout dans cette radio, c'est-à-dire la commercialisation de l'espace pub, la programmation musicale et l'antenne, puisqu'il y a donc 1 heure de mag en direct tous les jours. Et donc j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, c'est-à-dire que non seulement j'allais régulièrement à la radio et je voyais comment ça se passait, comment on parlait dans un micro, comment on bougeait des petits boutons sur une table de mixage pour mettre de la musique, pour ces choses-là. Et en plus de ça, plus globalement, je le suivais régulièrement. Alors, il faisait des animations, il faisait beaucoup d'extérieur à l'époque, dans une époque où c'était possible de faire des choses à l'extérieur. Pas si lointaine, mais ça nous semble très très loin. Ça nous semble déjà loin. Il faisait des animations de soirées aussi. J'ai souvenir de soirées à Valras-Plage, qui était l'une des plages toutes proches de chez nous, où en fait il animait des jeux à la manière d'un jeu radio ou d'un jeu télé, mais devant 2 à 3 000 personnes qui étaient là. Moi j'étais dans le fond de scène, assis sur les marches à regarder. Et puis il y avait à l'époque un festival des radios qui maintenant n'existe plus, qui avait commencé je crois dans les années 80, c'était peut-être à Juan-les-Pins, et puis ça s'est déplacé à Béziers au début des années 90, donc c'était juste à côté de chez nous, et je suivais mon père. Et donc, je découvrais en fait tout ce qui était technique, donc les tables de mixage, les logiciels de diffusion, toutes ces choses-là. Et moi, j'étais émerveillé par ce truc-là. Et en fait, les exposants étaient ravis parce que je venais bidouiller les trucs et eux disaient à leurs clients, vous voyez, un gamin de 5 ans peut le faire marcher, donc vous pouvez le faire marcher. Donc, j'avais un peu accès à tout à ce moment-là. C'était très drôle parce que les démonstrateurs des exposants de matériel radio m'expliquer comment ça marchait, quoi. Et donc j'étais dans cet univers là, mais je pense que je vais être amené à le raconter un peu après, mais il a fallu très très longtemps avant que je pense en faire autre chose que suivre un peu mon père
et faire autre chose que du hobby avec ça, quoi. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de cette franchise ? Il y avait forcément plus de liberté pour ton père que s'il avait été directeur d'une radio locale directement gérée par le groupe Énergie. Un peu plus, c'est-à-dire que le principe... alors je voudrais pas dire de bêtises parce que je sais pas exactement comment ça marche, mais les locales des musicales sont souvent en fait contraintes au même conducteur musical précis sur les tranches locales, c'est-à-dire que Paris envoie son conducteur et les animateurs en fait ont juste le temps des intros ou de certains petits moments qui sont calés pour parler pour placer l'info locale. Dans les radios franchisées, il y a un peu plus de liberté, donc il faut évidemment rester sur la ligne musicale de la chaîne. C'est Nostalgie, donc ça passe de la musique qui colle à Nostalgie, mais avec effectivement la possibilité de faire un mag local un petit peu différent sur les créneaux qui en général sont quand même réservés aux programmes locaux. Mais je me souviens qu'à une époque, ils ne le faisaient pas au créneau local. Et puis les audiences avaient fini par démontrer que cette heure-là, elle marchait. Et donc finalement, tout le réseau s'était calé sur l'horaire du midi pour le programme local, de toutes les locales. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un petit peu plus de liberté, mais il faut quand même rester dans le truc. Comme toutes les franchises, en fait. Si vous allez dans un Franprix franchisé, en vous baladant dans les rayons, vous n'allez pas forcément savoir que c'est un franchisé. C'est si vous regardez précisément quel est le catalogue de produits disponibles que là, il y a peut-être une différence. Ce qui est intéressant de ce que tu racontes, c'est qu'aujourd'hui, les franchisés, il y en a de moins en moins en radio. Ça a disparu. Les groupes ont repris ces franchises pour les intégrer dans leur réseau local. Bah, ça coûte plus cher. Tout simplement, c'est une station qu'il faut faire tourner quasiment à part entière. C'est beaucoup plus simple d'avoir une station sur laquelle on fait tourner le programme local et on envoie juste de la pub localisée. Donc ça coûte beaucoup moins cher, l'audience marche quand même. Et donc oui, dans des logiques en fait de réduction des coûts, ça peut valoir. C'est un peu dommage et en même temps ça tend un petit peu à l'uniformisation de ces grands réseaux musicaux, et c'est valable pour le groupe Énergie, mais c'est valable pour tous les réseaux musicaux, les Virgin Radio, voilà, toutes les musicales sont un petit peu dans ce sillage-là, et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de radios. Avant, du temps justement où j'allais au Festival des radios, je parle de ça, j'avais entre 5 et 10 ans, hein, donc c'est un lointain souvenir, voilà. Mais il y avait des radios qui avaient leur nom de radio, et qui était Programme Europe 2 par exemple. Donc ça c'était encore autre chose, c'était un peu de ta radio locale et un petit peu de Europe 2. Et ça c'est des choses qui ont complètement disparu à quelques exceptions près. Oui, il reste Radio Pénard Skyrock. Exactement. Voilà, à Béziers qui... L'exemple qu'on aime tant à chaque fois. C'est ça. Toi du coup, gamin adolescent, tu vas faire un petit peu des chroniques, tu vas faire quelques interventions micro dans cette radio, dans la radio de ton père. Ouais, avant même d'avoir mué. Donc c'était difficile de de cacher que c'était pas un gamin quoi qui le faisait. Et donc j'ai fait pendant plein d'été la météo des plages, donc qui consistait à passer des coups de fil à tous les postes de secours et ensuite à retranscrire ça sous la forme d'une chronique dite, et puis souvent l'agenda de la journée. C'était l'été, donc c'était l'agenda de ce qui se passe au Cap d'Agde, à Valras-Plage, sur toutes les plages du littoral, et c'est comme ça que j'ai fait mes toutes premières expériences au micro. Ouais. Et c'est ce qui t'a donné envie, derrière, d'aller faire du journalisme ? Pas du tout. Pas du tout ? Absolument pas. C'était quelque chose de complètement distinct, c'est-à-dire que du journalisme, moi je voulais en faire en presse écrite ou en télé. Et la radio, c'était un truc complètement à côté, d'abord parce que j'ai pas une culture de radio qui parle. Dans notre territoire, on avait les radios publiques, mais on n'était pas très radio public dans la famille, à part France Info qu'on écoutait en voiture. Mais on n'avait pas Europe 1, on n'avait pas RTL, et si on voulait capter RMC, il fallait passer par les grandes ondes. Donc la radio, pour moi, c'était Nostalgie, et puis les autres radios musicales. Je me souviens qu'au collège, c'était l'éternel fight entre Énergie et Fun, quoi. Et Énergie qui est lui-même arrivé très tard dans la région. Donc c'est un peu une zone blanche. Donc pour moi, la radio n'était pas un truc de journaliste. C'était un truc d'animateur, de musique, mais c'était pas journalistique. Et je voulais faire en parallèle du journalisme,
parce que j'avais envie, j'avais des modèles à la télé qui étaient des gens comme... alors ça surprend toujours quand je donne les... Je me souviens qu'au concours des écoles de journalisme, ça avait beaucoup surpris parce que je donnais des gens complètement à part de ce que les gens donnent d'habitude. Mais moi, mes modèles, c'était Christian Blachas qui présentait Culture Pub à l'époque. C'était Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. C'était Jérôme Bonaldi qui... je sais pas si Bonaldi est journaliste. Je crois que oui. J'ai un doute. À vérifier. Mais c'était Philippe Gildas. C'était tous ces gens en fait qui arrivaient à rendre des choses d'information, pas forcément d'actualité, mais d'information, accessibles, divertissantes, et qu'à la fin on en sorte quand même avec quelque chose qu'on ait retenu. Un peu des vulgarisateurs finalement. Ouais, complètement. Tu serais né en 2000, t'aurais voulu faire youtubeur. C'est possible. Et souvent je me suis dit si j'avais pas fait si j'avais pas fait journaliste, j'aurais bien aimé faire prof. Donc ouais, c'était un peu cette veine là qui m'intéressait et que je suis encore d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Mais voilà, ce que je voulais faire, c'était idéalement de la télé, pourquoi pas de la presse écrite, mais jusqu'à ce que je rentre en école de journalisme, je n'ai pas fait de radio. J'ai pas fait de stage en radio, j'ai fait des stages au Midi Libre dans ma région, local, voilà. Donc à Béziers et à Montpellier. J'ai fait des stages ensuite à Bordeaux, à TV7 Bordeaux, qui était la télé locale qui existe toujours. Toujours, ouais. Donc voilà, c'était ça. La radio, c'était vraiment... c'est arrivé à l'école de journalisme. Et du coup, tu as redécouvert ce média que tu connaissais un petit peu. Tu l'as redécouvert d'une nouvelle manière, une nouvelle approche de la radio. Oui, mais très vite en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclic qui s'est fait en une session. Ce qui était bien dans l'école que j'ai faite, qui est donc l'IJBA à Bordeaux, c'est qu'au début, on explorait un peu tout. On avait une session de reportage écrit, une session radio et une session télé. Souvent, en école de journalisme, il faut attendre un petit peu. On fait des choses très généralistes. Et souvent, ensuite, c'est un peu la deuxième année dans laquelle tu te voilà. spécialises. Ouais. Ou alors le deuxième semestre de la première année où tu fais un petit peu tout. Et là, donc, première semaine de radio, on nous donne l'exercice du flash. Donc, entre-temps, j'avais quand même découvert ce qu'était la radio qui parle. Puisque donc j'étais arrivé d'abord à Montpellier pour une partie de mes études, à Bordeaux pour une autre partie. Donc je connaissais les matinales radio, je savais comment ça marchait. On était allé voir une matinale d'Europe 1 en public au Virgin Megastore de Bordeaux, pour te dire l'époque, ça existait encore. Une autre matinale de France Inter au Grand Théâtre de Bordeaux, présentée par Patrick Cohen. Donc je savais ce que c'était. Pour redire l'époque. Pour redire c'est moins ancien. Oui, un peu moins. Mais voilà, c'était. Je savais ce que c'était, mais il n'y avait pas encore eu le déclic. Et en fait, le déclic, je l'ai eu le jour où j'ai mis le casque sur les oreilles et où j'ai fait mon premier exercice de flash. Et en fait, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, alors que l'exercice en soi ne m'était pas du tout familier. Et que j'ai bien galéré à progresser sur cet exercice de la présentation et du flash, mais le fait de parler dans un micro, c'était mon élément. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai eu des petits doutes par ailleurs quand il a vraiment fallu choisir sa spécialisation, mais ce truc est arrivé, je dirais pas que c'est inné, mais que c'est quelque chose que j'ai acquis de tellement loin que c'est juste ressorti à ce moment-là. Et je me souviens d'une discussion avec un journaliste qui venait en intervention, qui est Stéphane Place, qui travaille pour Europe 1 et que je salue s'il écoute cette émission. Et qui un jour m'a dit, j'étais pas bon en reportage à l'école et j'étais pas très bon dans le reste. Et ça ne te plaît toujours pas d'ailleurs le reportage? Et le reportage, c'est un truc sur lequel je suis toujours pas à l'aise, ouais. En tout cas, c'est pas ce qui m'attire le plus. Et il me dit, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs sur lesquels tu dois travailler, tu dois avancer. Mais par contre, il y a un truc que tu as et qui ne changera pas et qui ne partira jamais, c'est que quand tu rentres dans le studio, tu as des étoiles dans les yeux. Et en fait, il m'explique que lui, c'est pareil. Et que lui, qui est un reporter qui couvre, je crois, tout le sud-ouest de la France, qui est à droite, à gauche, quand il rentre dans un studio, et en fait, lui aussi a commencé ado à faire des petites choses en radio. Il me racontait ça. Il me disait, voilà, il y a cette magie-là du studio de radio qui fait que quand tu rentres dedans, que tu as des étoiles dans les yeux,
il y a déjà une partie du truc qui est fait. Et donc c'est étoile dans les yeux. Pourtant, en fin de deuxième année d'école de journalisme, on le sait ou on le sait pas, il y a des concours dans les radios, dans les rédactions pour intégrer à plus ou moins long terme ces rédactions. Toi, tu passes le concours web de Radio France. Alors je passe les 2 concours. C'était un moment un peu particulier où le web commençait à rentrer dans les rédactions, dans les médias, notamment dans les médias non écrits qui commençaient vraiment à prendre conscience de ces choses-là. Et donc Radio France, l'année où je termine mon école, en 2012, adjoint au concours radio, un concours web, que pouvaient passer les étudiants de radio qui avaient envie de tenter ce truc en plus. Donc je passe la radio. En radio, je suis qualifié pour un stage d'1 mois, je crois. Enfin, c'était des contrats, c'était des CDD à l'époque. Un CDD d'1 mois dans une locale de France Bleu. Je passe le concours web et là, je suis qualifié pour la finale du tremplin, avec à la clé en fait de la finale, c'est 1 an de CDD dans les rédactions de Radio France. Et donc je viens passer avec moult rebondissements parce qu'il fallait le permis de conduire. Je ne l'avais pas à ce moment-là. On m'a laissé un petit peu de délai et je l'ai passé in extremis. Donc en plus, gros stress par rapport à ça. Je viens à Paris passer la finale du concours web et il se trouve que je convainc le jury, qui est un jury pléthorique, il doit y avoir 12 ou 15 personnes dans ce jury face à moi, je suis tétanisé. Finalement, il me désigne comme lauréat du tremplin web, du premier tremplin web, sachant qu'il n'y en a eu que 2, puisque l'année suivante, ils l'ont refait, ils ont élargi, ça n'a pas marché, après ils ont arrêté. Donc voilà, je suis rentré à Radio France par la porte du web, effectivement, et pas par la porte radio, puisque, comme je disais, n'étant pas excellent en radio, et notamment sur la discipline maîtresse du reportage, c'était inimaginable que j'accède à la finale radio. De la même manière que j'ai passé le concours RTL, j'étais le candidat de Bordeaux pour la bourse RTL, et c'est la première remarque qu'ils m'ont faite. Ils m'ont dit, mais le reportage, c'est pas ça ton truc, ça se voit, ça s'entend. Donc voilà, c'est vrai que cette discipline-là étant vraiment la discipline maîtresse dans ces épreuves-là, même s'il y a des journaux à présenter, il y a des choses à faire en plus, quand on n'est pas bon là-dedans, c'est compliqué. De toute façon, globalement, dans la plupart des radios, aujourd'hui, en France, on rentre par la porte du reportage, on fait ses armes au reportage, et après, éventuellement, on progresse sur des flashs, des journaux, éventuellement des émissions, mais souvent, effectivement, on commence par faire du reportage. Ça c'est quelque chose contre lequel je suis pas vent debout, parce que c'est hyper important, le reportage, c'est sûr. L'information, le journalisme n'existerait pas s'il n'y avait pas des reporters pour aller sur le terrain. Ça, c'est évident. Ce pourquoi je milite, c'est de dire que il y a des gens qui sont bons en reportage, mais il y a aussi de bons journalistes qui sont pas bons en reportage. Et il y a de très bons présentateurs qui sont des billes, je pense, si tu les mets sur le terrain. Il y a plein de formes différentes de journalisme. C'est quelque chose qui est plutôt bien acquis dans d'autres médias, où il y a des journalistes reporters d'images qui sont pas les gens qui vont directement... Enfin, ça dépend des rédactions, mais dans les très grandes rédactions, c'est un duo, c'est un rédacteur ou une rédactrice et un ou une JRI. Et derrière un monteur. Et parfois, les monteurs sont aussi, d'ailleurs, des journalistes. Dans la presse écrite, il y a des secrétaires de rédaction. Donc, c'est vrai qu'en radio, ce côté, pour être considéré comme un journaliste qui sait faire le job, il faut absolument bien faire du reportage. C'est un truc un peu bloquant, et aujourd'hui je donne des cours dans des écoles de journalisme et chaque année je tombe au moins sur une personne qui me dit moi j'aime le journalisme, j'aime la radio mais j'aime pas le reportage, je sais pas ce que je peux faire. Et j'étais un peu dans ce cas-là. Je le suis encore un peu malgré l'expérience aujourd'hui, et c'est une question qu'on se pose régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une âme de reporter ? Je crois qu'en radio, il y a une attente qui est celle de la polyvalence, il faut savoir tout faire. De toute façon, la radio, c'est un peu le média à l'arrache, donc il faut savoir tout faire à n'importe quel moment. C'est ça. Et surtout quand on est jeune, quand on débute, quand on est sur ses premiers contrats, et que oui, on va te passer du reportage à la présentation un jour parce qu'il manque quelqu'un. Donc oui, c'est ça, on demande de la polyvalence. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette polyvalence, elle doit rester là longtemps.
et que c'est difficile de partir dans une branche ou une autre tant qu'on n'a pas prouvé absolument cette polyvalence. Toi, c'est un peu ce que tu essayes de faire à présent. Tu as passé de longues années au web, à France Bleu, maintenant à France Inter. Déjà, j'imagine que c'était assez passionnant à faire, parce que tu le disais, c'était le moment où tout était à faire en termes de web à Radio France. Globalement, tu étais là au début, quoi. Je suis rentré à France Bleu quand France Bleu se créait une rédaction web. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait un rédacteur en chef, un adjoint, une journaliste, et c'est tout. Et ensuite, on a créé, il y avait un site qui naissait à peine, et on a passé un bon moment à construire l'offre d'information de France Bleu sur Internet, qui aujourd'hui est une des premières en France, qui a énormément progressé, et pas grâce à nous, en tout cas pas que grâce à nous, mais surtout grâce à l'investissement de tous les gens, des 44 France Bleu. C'est un réseau énorme. C'est un réseau énorme. France Bleu, c'est 44 radios locales. Chaque radio locale a une rédaction de entre 6 et 10 journalistes. Donc imaginez le nombre de journalistes qui petit à petit se sont quasiment tous mis à faire des contenus web en plus des contenus radio. Donc c'est comme ça, petit à petit, que s'est mis en place l'info sur France Bleu. Ça a été parfois très compliqué, mais vraiment passionnant à mettre en place. Et en plus de ça, nous, à la rédaction nationale ici à Paris, on traitait de l'info, on faisait du hard news, donc on a construit cette chose-là. Et à France Inter, quand j'y suis rentré 4 ans plus tard, il y a aussi eu cette logique de comment on construit l'info, et qui est en fait qui est encore plus mouvante ici à Inter, où on se pose encore plus cette question avec... en 4 ans d'Inter, j'ai fait... j'ai l'impression d'être un vétéran quand je dis ça, mais je suis quand même arrivé sur une campagne électorale. Derrière, on a eu une crise des gilets jaunes. Derrière, on a une crise du coronavirus. Donc, ça remet en question en permanence la façon de faire de l'info sur le web. Et à l'antenne, mais sur le web particulièrement. Et surtout que sur le web, France Inter est un petit peu spécial, parce que y a France Info en concurrence, qui est un très gros site d'info. Il y a France Bleu pour l'info locale. France Inter a eu un peu du mal à se positionner sur la manière dont on traite l'info. Alors justement... il n'y a pas de difficulté à se positionner par rapport à Bleu et Info, parce que le constat est tel que quand on a ces deux sites l'un d'un côté, l'autre de l'autre, on ne fait pas du hard news, on ne fait pas de l'info. L'info tombe et il faut qu'on soit dessus tout de suite. Il y a des gros coups d'actu, oui, il faut qu'on soit dessus. Là, à l'heure où on enregistre, c'est le jour de l'investiture de Joe Biden aux États-Unis. On va être dessus, on va le couvrir en direct, c'est évident. Sur le reste de l'info, le point de vue, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme info avec de la valeur ajoutée, quitte à arriver un peu plus tard, parce qu'on n'a pas les moyens ni physiques, enfin, on n'a pas les moyens humains d'être sur toutes les actus tout le temps. Donc, on a des choix éditoriaux qui sont plus poussés, c'est-à-dire que une des expressions qu'on entend toujours en école de journalisme et dans les rédactions, c'est que choisir, c'est renoncer. Donc, évidemment, on renonce à plein de choses. Mais par contre, on se pose vraiment la question de ce qui va apporter une valeur ajoutée, et si possible une valeur ajoutée numérique, aux infos qu'on va prendre et qu'on va traiter. Aujourd'hui, est-ce que ça te manque, la radio ? Oui, pour le dire tout à fait sincèrement. Alors, T'en fais un petit peu quand même. Voilà, j'en fais, et je suis extrêmement content de ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai une chronique hebdomadaire sur France Inter. Tu m'aurais dit ça il y a 8 ans, quand je sortais d'école de journalisme, je t'aurais rayonné. Donc Net Plus Ultra, la chronique, ouais, où tu parles d'internet. C'est ça, ça va des bidules connectés qui sortent en nouvelles technologies jusqu'aux réseaux sociaux, jusqu'aux tendances des réseaux sociaux. Il passe sa vie sur les écrans à scruter Internet et l'actualité du numérique. Julien Baldacchino avec nous pour la chronique Net Plus Ultra. Julien, un cap a été franchi cette semaine sur les réseaux sociaux. Celui du premier compte à dépasser les 100 millions d'abonnés sur TikTok, le réseau social qui a explosé en cette année 2020 grâce à ses vidéos courtes et la plupart du temps musicales. À titre de comparaison, sur Instagram, il n'y a que 22 comptes qui dépassent ce nombre d'abonnés et seulement 2 chaînes sur YouTube. Le problème du micro et du studio, quand on est avec cette passion pour ça comme moi, c'est que c'est une drogue. Et c'est que plus on en a, plus on en veut. Et c'est vrai que du coup, je suis extrêmement content de faire cette chronique hebdomadaire. Mais vraiment, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'à côté de ça, je fais du théâtre, par exemple. J'ai la même petite adrénaline au début de la chronique
que quand je vais sur scène au théâtre. Et donc, on en veut toujours plus. Donc, il faut trouver un équilibre entre pas se retrouver frustré, parce que ce serait facile d'être vraiment frustré et de se dire « Ah, franchement, je pourrais faire plus. » Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un mood hyper négatif. Et en même temps, continuer à proposer, à essayer d'explorer des choses, à faire des projets pour essayer, d'une manière ou d'une autre, de faire plus d'antennes. Et je pense qu'aujourd'hui, personne tombera des nues si des gens de la radio écoutent ça, en sachant que oui, j'aimerais bien faire plus d'antennes. Voilà. Pas parce que j'aime plus faire du web. C'est un truc, je veux dire, je suis connecté, pas 24 heures sur 24, mais je suis beaucoup connecté sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, sur les trucs, donc c'est quelque chose dont je me sens proche, mais parce que juste, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Parler dans un micro, être en studio, je suis comme un poisson dans l'eau, je suis dans mon bocal, et si ça peut me permettre justement de ne pas être un bocal fermé et d'amener des choses à des auditeurs et des auditrices, parce que c'est quand même... Je parle beaucoup du plaisir que je prends moi à parler dans un micro, mais là où ça a un vrai intérêt, c'est quand on se rend compte que ce qu'on dit, que ce qu'on raconte a une utilité, que c'est utile, et c'est pour ça que dans ma chronique Net Plus Ultra, je vais rarement chercher des sujets pointus, alors qu'il y aurait de quoi faire. Mais en 2 minutes 30, je préfère parler d'un truc simple, grand public, où les gens qui sont fans de nouvelles technologies vont peut-être se dire « Oui, ça, je l'ai lu 2 fois depuis hier, c'est bon ». Et où en même temps, ça va parler aux gens qui écoutent et ils vont retenir quelque chose. Si je leur parle en 2 minutes 30 d'un truc extrêmement compliqué et où moi, ça va me faire plaisir parce que j'ai attaqué ce sujet-là et où, au fond, tout le monde s'en fout, le boulot, il n'est pas rempli. Là où il y a un bon équilibre, c'est si le journaliste est motivé pour parler du sujet et que derrière, l'auditeur ou l'auditrice, il trouve son compte. Et ça rejoint ce que tu disais en début de podcast sur les personnes qui t'ont inspiré, sur ces vulgarisateurs, sur Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier qui t'inspirait. Complètement. On n'a pas parlé encore de ce que j'ai fait d'autre dans la maison, mais j'ai fait une série de chroniques autour de l'histoire de l'art. Bavardage. Et je préférais que dans ces chroniques, il y ait une info puissante. J'avais 5 minutes de temps d'antenne. Donc c'est long, 5 minutes, quand on est sur une grille de radio. Je préférais qu'il y ait une très bonne info bien développée, plutôt que de donner plein d'infos pour dire « je sais plein de trucs sur ce tableau-là », et qu'au final, la personne qui écoute soit perdue. Donc c'est vrai que là où je me disais que la mission, elle était réussie, le meilleur message que j'ai reçu par rapport à cette chronique, c'est quelqu'un qui me disait « on écoute votre chronique en famille, et ensuite... on parle du tableau dont vous avez parlé, on en parle en famille, et si on a envie, on va se documenter. » Et en fait, je pense que le journalisme, tel que je le conçois, tel que je l'aime, c'est un journalisme qui est agitateur de curiosité. C'est-à-dire qu'il va donner envie d'aller écouter des choses, d'aller écouter d'autres choses, d'aller lire des bouquins, d'aller voir des documentaires, d'aller... Et voilà, et en fait, qui permet de passer sans cesse d'un truc à l'autre, et que... si je fais une chronique sur un tableau, que ça donne envie à quelqu'un qui ne le connaissait pas d'aller voir le tableau, qu'en allant voir le tableau, il tombe sur le bouquin sur l'artiste, qu'en allant voir ce bouquin sur un artiste, il tombe sur un truc, sur un mouvement, puis sur une ville, puis ainsi de suite. Et je trouve que c'est ça qui est beau en fait dans le partage du savoir, c'est que il y a ce truc où on s'arrête jamais de découvrir des choses quand on s'y intéresse et quand on est curieux. On tire le fil et ça déroule derrière la pelote. Et c'est un peu ça que je défends dans ma façon de travailler ici ou ailleurs, et je pense qu'il n'y a rien d'interdit, il n'y a pas de sous-sujet, il n'y a pas de sujet trop compliqué, c'est juste qu'il faut prendre le temps et aiguiser la curiosité des gens qui nous lisent ou qui nous écoutent. Et commencer par le bon bout, tirer la bonne ficelle. C'est ça. C'est parfois on est sur un sujet qu'on n'a pas attaqué de la bonne manière, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'attaquer un sujet. Mais c'est vrai que quand on tombe sur le truc, sur le principe actif, tu vois, où on se dit, ah, là, je mets le doigt sur le truc qui va nous permettre d'entrer dans le sujet, en général, on est content. Et on y arrive systématiquement, ou des fois on tombe un peu à côté ? Non, des fois on tombe à côté. Ça arrive de se ramasser sur un sujet, de se dire, bon, en fait, ce sujet-là...
C'est compliqué sur des trucs très, très courts. Sur une chronique de 2 minutes 30, c'est rare que je me dise, bon, je suis complètement passé à côté du truc. Parce qu'on a tellement résumé que oui, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai résumé, après les gens iront plus loin. Sur des formats plus longs, ça arrive. Après, on travaille quand même en équipe, donc il y a des rédacteurs en chef qui nous relisent et qui sont là pour nous dire quand on est passé à côté du truc, pour nous dire qu'on est passé à côté du truc, et dans ce cas-là, on reprend et on retravaille. C'est rare qu'on sorte un truc où vraiment on est à côté de la plaque. Tout ce qui est mis à l'antenne est validé par un Red Chef ? Alors, dans mon cas, par exemple, le sujet de ma chronique est validé par les Red Chefs, mais pas le texte. Je leur propose en général un sujet. En général, ils me disent oui, ils me font confiance. De temps en temps, ils me disent « Ah, bah, on avait vu passer ce truc-là qui nous paraissait d'autant plus important qu'on n'en a pas encore parlé. » Voilà, on négocie un peu. Mais à la fin, le texte de la chronique, il passe pas au contrôle. Ta chronique, c'est le vendredi matin, assez tôt, à 6h43. 6h43, ouais. Exactement. Ces sujets sont discutés combien de temps avant ? Alors, en général, je propose des sujets le mercredi dans la journée. Donc là, je les propose à la fois à l'équipe du 5-7, puisque c'est donc dans le 5-7, donc je l'envoie à Mathilde Munoz qui présente la tranche et à une partie de l'équipe de l'émission. Je l'envoie également aux responsables de la rédac de France Inter. J'ai un feu vert en général en fin de journée ou dans la soirée, et donc j'ai ma journée du jeudi pour creuser le sujet, pour écrire la chronique, trouver les sons qui vont avec. Je l'envoie le jeudi soir. Et en général, le vendredi matin, Élise, qui est donc l'attachée de production de la matinale et qui relit toutes les chroniques, de temps en temps vient me voir en me disant « Ah bah là, t'as une phrase qui colle pas, là c'est un peu bizarre, on comprend pas. » Et donc je fais les dernières retouches 15-20 minutes avant l'heure de la chronique. Mais c'est des bouts de phrases. On peaufine. C'est ça, on peaufine, ou alors on coupe. Des fois ça m'arrive, alors j'essaie en général de respecter les timings. On a un logiciel à la radio qui est absolument magique, c'est-à-dire que quand on tape un texte, il te donne la durée de lecture à voix haute. Et en général, ça marche plutôt bien. Ou alors, moi je sais par exemple que je lis un peu plus vite que ce que me dit le logiciel, donc j'enlève toujours 10 secondes. Et je tombe sur un truc assez juste. Mais parfois, quand on a rajouté du son, quand on a rajouté des relances, ça fait plus long. Et donc, au dernier moment, il faut virer une phrase. Et là, c'est le crève-cœur parce que tu as déjà l'impression d'avoir réduit à la substantifique moelle du truc et il faut encore virer une phrase. Donc, à ce moment-là, en général, tu vires un aspect du truc et c'est là que parfois, en sortant, je me dis, j'aurais pas dû virer ça, j'aurais dû virer autre chose. On te dégage du temps le jeudi pour écrire cette chronique ? Ouais, c'est une journée qui est, entre guillemets, consacrée, sanctuarisée pour ça, sachant que quand il y a un gros coup d'actu, je viens filer un coup de main quand même en me disant bon ben là je mets la chronique pendant 2 heures de côté et j'y reviendrai et je termine un peu plus tard et voilà. Donc tu as cette chronique, tu avais une autre chronique avant, on en a parlé, bavardage. Ton projet, ton ambition à Radio France, c'est quoi ? C'est d'avoir une émission dans quelques années à toi sur Inter, sur une autre chaîne ? Idéalement, j'adorerais. Avec cette petite difficulté qui est très française, qui est qu'un journaliste, c'est un journaliste. Point final. Il fait des trucs dans des journaux. Et des journalistes qui présentent d'autres types de programmes, il y en a très peu. Ou alors ils basculent complètement dans autre chose. Mais par exemple, on l'oublie un petit peu trop, mais Charline Vanhoenacker est journaliste de formation. Donc à la RTBF à la base, ouais. À la RTBF, elle a longtemps été correspondante pour la radio belge en France. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée petit à petit sur France Inter. Et elle a co-présenté par exemple le 5-7 de France Inter, avant de faire Si tu écoutes J'annule tout et ensuite Par Jupiter. Elle fait partie des gens que je placerai aujourd'hui comme mes modèles en termes de, non seulement de carrière, mais aussi justement d'avoir réussi à amener une part d'information et une part d'humour et de divertissement. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas forcément le côté infotainment qui est ce mélange d'info et de divertissement que j'adore en tant que spectateur. Je me cache pas de
d'adorer Quotidien sur TMC, ou On n'est pas couché à l'époque où c'était bien sur France 2. Ça n'existe plus surtout. Ça n'existe plus, ça c'est vrai. Ça a changé de nom. Maintenant, c'est quoi ? On est en direct, sauf que c'est plus en direct, c'est ça, on est presque en direct. J'adorerais, à terme, pouvoir faire quelque chose qui soit de cet ordre-là, une émission qui soit à la fois informative et instructive et divertissante. Voilà. Sauf que c'est des créneaux qui sont d'abord extrêmement casse-gueule, parce que l'équilibre, il est très très complexe. Et je me souviens d'une émission que moi j'adorais qui s'appelait Je ne sais plus. C'était Isabelle Giordano qui présentait ça sur France Inter. C'était à 11h. C'était le fameux créneau de l'émission d'humour. Et en fait, c'était un mélange d'humoriste et de journaliste. Et moi, j'adorais. Et en fait, ça s'est cassé la figure parce que c'était trop à mi-chemin entre les deux. Et donc, ça a duré, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule saison de cette émission-là. Donc voilà, c'est compliqué. Mais l'autre jour, on avait Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier, était invité chez nous. Et il a donné cette phrase qui est, si je me souviens bien, instruire, c'est informer et divertir. Et je trouve que c'est important de garder en tête qu'on peut informer et divertir sans décrédibiliser ce qu'on dit dans l'information. Et voilà, et c'est vers quelque chose comme ça que j'aimerais tendre, même si voilà, c'est pas facile parce que il faut du coup assumer le fait qu'on n'est pas toujours, qu'on se prend pas au sérieux. Voilà. Être plus léger sans pour autant se moquer des sujets qu'on traite. C'est ça, exactement. Ce qui est très compliqué à faire dans la logique d'une matinale de radio, d'un journal radio, ce qui ne peut exister du coup que dans un programme à part ou dans une chronique un peu différente, mais c'est quelque chose qui a du mal à trouver sa place et qui est très souvent mal vu et par la profession et en dehors. Hein. Mais c'est vrai que c'est un format qui est compliqué. Alors il y a des trucs plus culturels sur lesquels ça marche bien et moi, je rêverais de pouvoir faire une émission sur l'art, qui est quand même le truc le plus sérieux, ou en tout cas dont on considère que l'art c'est du sérieux, tu vois, mais le faire sous forme divertissante. J'essaie un peu de le faire en podcast, on n'a pas encore parlé des podcasts. On va en parler. Mais du coup c'est vrai que voilà, j'adore cette idée qu'on se dit il y a des sujets c'est du sérieux. C'est pour ça que je parlais de culture pub dans mes modèles aussi. La pub, la com, le marketing, c'est quand même des trucs de business, de gros sous, et pourtant il y a une équipe de gars et de filles qui ont réussi à rendre ça sympa et à le rendre intéressant sans diminuer la dimension business du truc, mais en disant que voilà, il y a des choses tellement plus graves dans le monde que c'est dommage de tout prendre à 100% au sérieux. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les micro-ondes, le podcast que vous écoutez actuellement. Très bonne transition, fini l'autopromo pour parler de ta promo à toi, tes podcasts. T'en as lancé plein. Déjà, cette envie de faire du podcast, est-ce que c'est aussi né un petit peu de cette peut-être frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que tu voulais comme tu le voulais à la radio ? Oui et non. J'ai fait mon premier podcast en 2003. Quand iTunes a commencé, parce qu'à la base c'est plutôt lié à l'environnement iTunes, iPod, tous ces trucs-là, le podcast à la base, j'ai lancé mon podcast. Ça s'appelait Idée Radio. C'était Idée Radio, la radio pleine d'idées. Et 2003, t'avais quel âge, juste pour resituer ? 13 ans. 13 ans, ok. Ouais, donc j'avais pas encore mué non plus. Ah. Je cherche ces podcasts pour les republier, rien que pour le fun. Et on était une poignée en France à faire ça. Je parle vraiment là comme un vieux vétéran, un peu vieux con, mais c'est vrai. C'est-à-dire que cette année-là, j'ai été nommé au podcast d'or, qui était un truc organisé par un blog. Les vieux de la vieille se souviendront que le podcasteur le plus influent à ce moment-là s'appelait Loïc Lemeur, qui est un mec qui avait un blog techno, je sais pas ce qu'il est devenu. Et donc, c'était à l'Apple Expo, qui existait encore à Paris. Il y avait ce truc des podcasts d'or, et moi je débarquais à 13 ans dans ce truc-là. Évidemment, j'ai rien gagné. Mais il y avait suffisamment peu de podcasts pour que je me retrouve nommé dans ce truc-là. Donc vraiment, on devait être une vingtaine de podcasts français. Et dans ces podcasts, il y avait moi. Mais il n'y avait pas de classement des podcasts, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était complètement artisanal. C'était très anecdotique, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient non plus. Ouais, non, mais il n'y avait personne qui écoutait. Et on n'avait même pas de stats d'ailleurs. C'était je postais mes sons sur un blog haut et fort. Et j'utilisais Feedburner pour créer un flux RSS. Donc vraiment, c'est le début du début. Mais j'ai fait ce truc-là à 13 ans. Et je l'ai fait pendant 1 an, je crois, quasiment. Et puis, j'ai complètement laissé le podcast. Et c'était quoi le concept de ton podcast ? Rien, je parlais de trucs. En fait, j'avais un blog. Et puis, je convertissais un peu les articles de mon blog. Donc, c'était
Soit je parlais de 2-3 films que j'avais bien aimés, soit je parlais de... Je me souviens, celui qui avait le mieux marché, parce que j'avais quand même les chiffres de vue des articles. C'était un truc que j'avais fait au moment, attention, coup de vue encore, où se lançaient les numéros de renseignement en 118. Et il y avait la campagne de lancement du 118 de 118 avec ces deux mecs là en mode gym tonic. Il y avait eu toute une longue campagne de teasing et j'avais mené une petite enquête pour savoir ce que c'était. En fait, j'avais trouvé que la boîte de com qui faisait ça avait fait exactement la même chose en Italie 6 mois plus tôt. Donc j'avais fait ça en podcast et ça avait bien marché. Mais voilà, ça changeait de sujet à chaque fois, il n'y avait pas de concept. Et franchement, j'aimerais bien arriver à retrouver ces trucs-là en vrai. J'abandonne tout ça pendant des années, et puis le podcast commence à monter un peu avec des émissions comme Studio 404, ce genre de choses, avant que Binge et Nouvelles Écoutes soient les gros studios de podcast. Il y avait déjà des petites choses, et moi ça ne me parlait mais pas du tout. Écouter des gens qui pendant 2 heures parlaient autour d'un micro, et en plus avec une logique très feuilletonnée, c'est-à-dire qu'il fallait connaître un peu les private jokes sur les gens, ça me rebutait. Et un jour, quelqu'un m'appelle en me disant écoute, je te suis sur les réseaux sociaux, je sais que t'aimes bien Michel Sardou, j'ai une idée de podcast, est-ce que je peux t'en parler ? Et il me dit j'aimerais faire un podcast dans lequel on décrypte album par album, chanson par chanson, la discographie de Michel Sardou. Projet ambitieux, et je dis oui. Et on se retrouve avec ce type qui s'appelle Martin, que je ne connaissais pas à l'époque, à faire notre premier podcast et à lancer ça. Et puis, on se rend compte que d'une part, ça nous amuse, et d'autre part, ça marche pas si mal. Et donc, on continue. Avec Martin, on devient bien potes, puisque on se connaissait pas, on a commencé à bosser ensemble et à se trouver des points communs, des affinités. Donc, on commence à imaginer faire d'autres choses. Et petit à petit, comme ça, je me suis pris au jeu. Et je me suis mis à avoir envie de faire d'autres podcasts. Donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Bulle d'art, dans lequel j'ai eu envie de parler d'art contemporain. D'abord tout seul, ensuite avec une petite équipe. Martin, lui, de son côté, a lancé un podcast qui s'appelle C'est qui le plus fort, où il fait des duels virtuels entre personnalités fictives ou pas. Moi j'ai lancé un podcast avec 4 coproductrices qui s'appelle Les Rois du Monde et Stone, etc., sur les comédies musicales. Le nom est extrêmement long, je vais pas te redemander, sinon on est là encore jusqu'à demain. C'est ça. Ouais. C'est un mash-up de plein de titres de chansons de comédies musicales. Et petit à petit, comme ça a fini par marcher, par prendre. Et donc, je me suis pris au jeu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était un fantastique outil pour faire ailleurs des choses que je ne faisais pas ou que je ne pouvais pas faire à la radio. C'est dans ce sens-là, en fait, que ça a marché. C'est que d'abord, j'y suis allé sans grande conviction, et après, je me suis rendu compte de la puissance, et surtout de la liberté de cet outil. C'est-à-dire qu'un podcast, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a même un qui, aujourd'hui, n'existe plus, ou très peu, qui s'appelait Radio Michel, qui était lié à une web radio que j'avais faite avec ma compagne de l'époque, qui s'appelait Radio Michel, qui s'appelle toujours Radio Michel. C'est la radio qui s'appelle Radio Michel, pas ma compagne de l'époque. Oui, sinon, ça aurait été un drôle de nom. Ouais. Radio Michel à table. Et qui ne diffuse que des Michel. Le podcast était un podcast d'actualité sur les Michel. Voilà. Donc, on peut vraiment tout imaginer en podcast. C'est ça qui est magique et qui est à la fois un petit peu bizarre dans cette période avec le podcast. C'est qu'on imagine beaucoup moins que ce qu'on pourrait faire, je pense. Et donc voilà, comme ça, de proche en proche, j'ai fini par lancer, aujourd'hui... Il y a 3 podcasts que je gère activement et toute une petite nébuleuse d'autres qu'on fait de temps en temps avec des émissions plus ponctuelles. Tout ça sous la bannière Micro Stockholm. Exactement. Avec Martin, on a décidé en fait de créer une sorte de mini-label associatif qui s'appelle donc Micro Stockholm, qui est lié en fait au titre de notre premier podcast qui a été Stockholm Sardou. Lui-même lié au fameux syndrome de Stockholm, et donc qui regroupe à la fois tous nos podcasts et puis petit à petit d'autres podcasts, d'autres personnes, soit avec qui on avait déjà des affinités, soit qui sont venus nous dire que ils avaient envie de faire un truc mais qu'ils savaient pas comment on faisait. Donc on a créé ce truc-là où on s'entraide, on se file des coups de main, on se prête du matériel quand c'est nécessaire, et on avance tout en sachant pertinemment que c'est pas notre but de percer, mais qu'on le fait pour le plaisir, quoi. Tu l'évoquais un petit peu en filigrane. Globalement, le podcast a pris vraiment une grosse ampleur depuis 15 ans, mais surtout en fait ces 5-6 dernières années.
C'est une bonne chose selon toi que tout le monde se mette finalement à faire son podcast plus ou moins dans son coin? Oui et non. Oui, c'est une bonne chose que tout le monde se mette à faire du podcast dans son coin. Ce qui pour moi est une moins bonne chose, c'est que les gens souvent ne vont pas au-delà de ce qui aujourd'hui est regroupé sur la bannière podcast, c'est-à-dire ce qui marche. Et ce qui marche parce que des grosses boîtes se sont mises à faire beaucoup de podcasts avec beaucoup de com, et donc il a bien marché. Mais si vous regardez les grands labels de podcasts, qui font des choses de très grande qualité, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous allez avoir un podcast qui va parler cuisine, vous allez avoir un podcast qui va parler intimité ou identité, vous allez avoir un podcast de récits de vie, de témoignages, et en fait, du coup, ça formate, ça conditionne vachement la création d'autres podcasts, alors que il pourrait y avoir tellement de choses à imaginer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui se lancent dans le podcast se lancent tous avec des projets qui se ressemblent. Mais c'est difficile d'en sortir et j'ai absolument pas la prétention de faire des choses différentes. Mais je pense qu'on n'a pas encore tout exploré et que déjà, le milieu se recentre sur des choses et qu'il y a des gens qui se permettent de dire un bon podcast, c'est ça, ça, ça et ça. Je trouve qu'il pourrait y avoir des choses tellement plus délirantes. On peut faire tellement de choses avec un micro. Il n'y a pas encore de podcast de création musicale, ou très peu, où on n'en entend pas parler. Pour moi, le meilleur podcast aujourd'hui, c'est pas ma révélation à moi, hein, c'est la révélation de plein de monde en cette fin d'année 2020. C'est un podcast de Marine Bausson, qui est humoriste, que je salue au passage, qui a fait ce truc qui s'appelle Vulgaire. Et c'est un ovni. C'est-à-dire que c'est 10 minutes pendant lesquelles elle parle, elle, d'un sujet qu'elle a découvert, sur lequel elle a bossé, et c'est drôle. Et ça part un peu dans tous les sens, il y a des apartés, il y a des... ça, c'est un vrai truc innovant qu'on n'avait pas entendu avant, ou pas de la même manière. Et on est en 2020, et donc, ça fait 2-3 ans que les podcasts sont en vogue, on peut encore créer des choses nouvelles et originales en 2020. Donc ça donne de l'espoir. Et en plus, ça a été reconnu, et ça marche. Je fais juste une petite parenthèse, cette même autrice de podcast a lancé très récemment, à la fin de l'année, un autre podcast, le Parodicast, que tu m'as conseillé. Oui, qui est très drôle aussi. Et qui est très drôle, et je vous le conseille du coup. Où elle parodie du coup des formats. Et c'est ça en fait, c'est à partir du moment où tu as des formats de podcast qui peuvent être parodiés, c'est que déjà, t'es presque trop loin dans le truc. Là, on en est au niveau en fait... On est en termes de podcast au niveau où on est YouTube aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde essaie de se mettre dans un format qui marche déjà. Alors que YouTube, ça a 15 ans de plus. Et il y a des gens qui ont exploré pendant 15 ans. Alors le podcast aussi, ça a 15 ans et il y a des gens qui ont exploré. Ça a même plus que ça. Mais je trouve qu'on n'explore plus assez. Et je trouve ça dommage. Mais il y en a, hein. Il y a des podcasts qui tentent des choses, il y a des podcasts qui marchent en tentant des choses. Après, c'est difficile de se lancer parce qu'il faut tenir le coup. Mais voilà, j'ai juste envie de dire aux gens, mais créez, imaginez un micro, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher, achetez-vous un micro USB, lancez-vous, et puis tenez le coup, parce que évidemment on perce pas, c'est-à-dire on trouve pas un public tout de suite, même si c'est un petit public, hein, les podcasts que je fais sont pas hyper écoutés, ils sont écoutés, mais c'est pas des cartons monumentaux non plus, mais je m'en fiche. Après, je m'en fiche parce que j'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est ça aussi, c'est que je crois qu'on est aussi dans une logique où certaines personnes qui se lancent dans le podcast espèrent pouvoir en vivre un jour, comme on l'a vu grâce à YouTube, sur Twitch, etc. Et les gens se disent, en faisant ce qu'on attend et ce qui est formaté, un jour je pourrai en vivre. Mais je pense que ça va trop vite. C'est ça en fait, c'est que il y a des entreprises qui se sont montées et qui ont commencé en fait à donner cet espoir qu'on pouvait vivre du podcast très rapidement, beaucoup plus rapidement que les premières boîtes de youtubeurs qui se sont montées, beaucoup plus rapidement que les premières radios musicales, les radios commerciales qui se sont montées après les radios libres. C'est ça aussi, c'est que même dans le milieu de la radio, il y a eu un temps quand même de maturation avant qu'on arrive au paysage radio d'aujourd'hui, qui a été très long. Après, moi j'ai une vague théorie sur le podcast, c'est que là aujourd'hui, à mon avis, on n'est que dans une phase intermédiaire. Et je pense, parce que finalement,
il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, il y a tous les gens qui écoutent des podcasts, mais qui en fait écoutent des podcasts de replay de la radio. La rediff des grosses têtes. Voilà. À mon avis, il y a encore une étape à venir derrière, qui va faire que le podcast va vraiment devenir un truc très écouté, très suivi. Alors, qu'est-ce que ça va être que cette étape ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va lancer un concept complètement différent, qui sera un truc qu'on n'aura jamais entendu avant, sur la forme, et qui va faire péter le truc ? Est-ce que ça va être une star de la télé ou de la radio, qui va arrêter la radio et qui va lancer son podcast ? Pourquoi pas ? Mais voilà, je pense qu'on est à une étape intermédiaire, que tout n'est pas perdu. Et donc moi, je peux faire que ça, appeler à créer, imaginer et se lancer. Et il n'y a pas de mauvais podcasts. Il y a des podcasts qui ne trouvent pas leur public. Mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire des choses en podcast. Ça, ou alors ça pourrait être complètement le contraire. Si on fait une analogie avec ce qu'était blog à un moment, tout le monde a voulu créer son blogspot, son Skyblog, etc. Maintenant, qui a un blog aujourd'hui ? Alors, c'est le souci, c'est que ça peut tout à fait aussi s'effondrer. Je pense, cela dit, que l'audio a plus de potentiel avec l'évolution actuelle des techniques, des smartphones, que l'écrit. Voilà, c'est. Mais après, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5, dans 10 ans. Peut-être qu'il va y avoir encore autre chose qui va arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que des gens se lâchent sur le média podcast ? Ça, c'est une question compliquée. Parce que tous les outils, on les a quasiment tous à disposition. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux très bien enregistrer un son tout à fait correct avec ton téléphone portable. Déjà, il faut du temps. Il y a plein de projets complètement qui partent dans tous les sens que j'ai imaginé avec des potes, mais le problème c'est qu'il faut du temps pour le faire. Qui dit du temps dit de l'argent, c'est-à-dire qu'effectivement il faut absolument pas avoir l'intention de vouloir en vivre, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Et encore une fois, les boîtes comme Binge, Nouvelles Écoutes et Louis Média qui ont réussi à avoir des modèles économiques qui leur permettent bon, pas forcément tous de vivre, mais en tout cas de continuer à créer et à financer des podcasts, ouais. C'est assez admirable et franchement, je leur tire mon chapeau. Hein. Et encore, c'est pas ultra rentable pour le moment. Non, c'est ça. C'est que c'est à l'équilibre pour certaines. C'était la boîte de Boxon. Oui, Boxon c'était Pascal Clark, ouais, qui a un peu galéré. Je crois que Boxon, ça n'existe plus. Je crois que c'est fini. Plus, ouais. Mais ouais, c'est voilà, ils font de l'excellent boulot et je suis auditeur de plein de leurs podcasts. Mais il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que cette logique-là qui marche. Et quand on va dans des endroits comme le Paris Podcast Festival, on a un peu trop l'impression que tout est dans cette logique-là. Et on oublie un peu qu'il y a des dizaines de milliers de podcasts indépendants de qualité, dont certains ont une très grosse audience. Un truc, par exemple, que personne... À chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah, je connais pas. L'apéro du Capitaine. » Je connais pas. Voilà. C'est un truc qui existe depuis 10 piges. Ça a un nombre d'auditeurs. Et chaque épisode dure 3 heures ou 3 heures et demie. C'est des mecs entre eux qui parlent de tech. Chaque épisode est écouté par des dizaines de milliers de gens. Sauf qu'ils sont passés par une voie complètement différente parce que ils sont là depuis plus longtemps et du coup ils n'ont pas besoin à ce point-là des réseaux sociaux, ils ont déjà leur communauté. Mais on n'en entend pas parler de ce podcast alors que c'est un podcast qui cartonne. Donc voilà, il y a tellement de choses à explorer. On est un peu aussi conditionné par les réseaux sociaux, par les algorithmes, par les gens qu'on suit. Et très concrètement, les journaux, les télés, les radios parisiennes qui font des sélections de podcasts, elles font des sélections de podcasts qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux, qui sont donc faits par des gens qui suivent ou partagés par des gens qui suivent, qui sont aussi des journalistes ou des anciens journalistes. Donc il y a une sorte de vase clos. Et c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait en podcast ailleurs qu'à Paris par des gens qui sont pas forcément journalistes. Et il y a plein de trucs. Voilà. Moi, ma deuxième révélation de cette année, c'est un truc qui s'appelle Super Cover Battle, qui est un format où 2 passionnés de musique se sont dit on va faire le classement ultime des covers, des reprises musicales. Le format en lui-même, il existe. C'était Super Ciné Battle à l'époque, qui est un podcast qui cartonne.
Mais voilà, ils ont trouvé cette idée, ils en parlent avec passion et le podcast est génial, même si aucun des deux n'est un professionnel de la radio ni du journalisme à la base. Donc comment on fait ? On creuse les tréfonds d'iTunes ? J'ai pas la formule magique. On discute avec des gens, on se balade sur les réseaux sociaux, on va voir un peu, mais j'ai jamais trouvé la formule magique pour explorer le monde du podcast. Ça se fait un peu au coup de bol. Monde très vaste du podcast. On arrive à la fin de celui-là de podcast. Il y a une petite tradition où je te demande s'il y a une personne que tu aimerais inviter dans ce podcast-là. Une personne de radio, toujours en vie, que tu aimerais entendre parler de lui, de son parcours, de sa carrière et de sa vision du métier. Eh ben écoute, je l'ai cité tout à l'heure comme... alors attends, il y en a deux. Quelqu'un t'a déjà cité Charline Vanhoenacker ? Alors oui, Frédéric Lodéon dans le 2e épisode. Ok, dans ce cas-là, je vais dire Laurent Ruquier. Ok. Voilà. C'est plus compliqué pour l'avoir, mais... C'est plus de défi. J'aurais dit Charline si elle n'avait pas déjà été citée, mais... voilà. Donc oui, le défi, c'est Laurent Ruquier. Et s'il y a une question que tu aimerais poser à Laurent Ruquier ? Il y en a deux. Je t'en prie. La première serait comment il fait pour mener autant de projets de front sans jamais se perdre ? Ou est-ce qu'il se perd dans des trucs et on ne le sait pas ? Et la deuxième, c'est comment justement faire face à ce regard de gens qui lui disent « Mais vous animez une émission où vous recevez des politiques et vous n'êtes pas journaliste. » Voilà. Ce serait ça les deux questions que j'aimerais bien lui poser. Eh bien, on lance l'invitation. Laurent Ruquier, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Petit instant promo, Julien, tu as sorti un livre très récemment. Qui n'a rien à voir avec la radio, qui n'a rien à voir. Mais qui a à voir avec les thèmes dont j'aime parler dans la radio. Il s'appelle « Paris au cœur de la création contemporaine ». J'y présente 10 jeunes artistes contemporains de tous les bords. Hein. Il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a des arts plastiques. Puis 100 lieux de création et d'art à Paris. Donc là, c'est pas le meilleur moment pour acheter... Enfin, si, c'est le meilleur moment pour l'acheter, pour pouvoir en profiter dès que les lieux de culture rouvriront. Et c'est publié aux éditions Atelier Henri Dougier. On l'achète, on le lit, on corne les pages pour marquer les trucs qu'il y a à voir. Et on y va, on profite dès que c'est possible. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation. Dans le podcast, c'était très cool de parler avec toi de radio et de podcast aussi beaucoup. C'est la fin de ce 5e épisode des Micro-ondes. Un grand merci à Julien Baldacchino pour cette discussion passionnante. Les liens des émissions, podcasts et projets dont on parle avec lui sont à retrouver en description. Les Micro-ondes, c'est à retrouver sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire pour aider le podcast à se faire connaître. La musique originale des Micro-ondes est toujours et encore composée par Yann Lestrade.